plus je suis stressé et plus mon intestin va laisser passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer dans mon sang. Ça va créer de l'inflammation. Cette inflammation va augmenter ma vulnérabilité à l'angoisse et ça va créer comme ça des cercles vicieux. Quand je ressens l'angoisse, il y a une boucle descendante, c'est-à-dire que j'augmente mon niveau de cortisol. C'est l'hormone du stress qu'on peut doser dans la salive, par exemple, quand on est stressé. Et ce cortisol, il va augmenter la perméabilité de mon intestin. Donc c'est là qu'on voit que la boucle est bouclée. Les personnes qui ont par exemple un syndrome de l'intestin irritable ont un risque augmenté de 4 à 8 d'avoir de l'anxiété ou de la dépression. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau de l'École de Méditation, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix, suis-je hypersensible. Un de mes engagements, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui permet très réellement, très solidement, très scientifiquement d'aider chacun d'entre nous à aller mieux et de répondre à toutes les formes de maladies mentales. Et dans ce travail, je suis souvent confronté à l'ampleur de bavardages qui n'aident absolument pas, de conseils tout à fait médiocres, et peut-être plus radicalement, le peu d'évolution qu'il y a dans le traitement de la dépression, de l'angoisse, de la schizophrénie et d'autres formes de maladies mentales. L'épisode que je vous propose aujourd'hui est à ce titre tout à fait exceptionnel et j'étais moi-même commotionné de tout ce que j'ai pu découvrir en le préparant. Je reçois Guillaume Font, qui est psychiatre et qui travaille sur les liens entre l'alimentation, le microbiote et la santé mentale. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Guillaume. J'aime bien commencer ces dialogues en disant pourquoi je t'ai invité. Alors là, la raison, c'est que je suis tombé sur ton livre. Un ami psychiatre m'a dit qu'il fallait absolument que je lise ton livre, que c'était surprenant. Et j'ai été complètement émerveillé de la manière dont tu montres, ce qu'on va explorer aujourd'hui, les liens entre le microbiote et la santé mentale. Alors peut-être si tu veux bien te présenter et comment un psychiatre en arrive à travailler sur ce sujet. Bonjour Fabrice. Effectivement, c'est pas intuitif qu'un psychiatre s'intéresse à la question de l'alimentation. Donc moi, initialement, j'avais regardé un reportage sur Arte en 2010, ça commence à faire, un reportage qui rapportait que les personnes qui pratiquaient le jeûne thérapeutique, donc c'est une forme de jeûne où on diminue vraiment beaucoup les calories, il faut que ce soit sous encadrement médical, que ce jeûne pouvait améliorer en 48 heures seulement l'anxiété et la dépression de personnes qui avaient des maladies chroniques inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde par exemple. J'ai été absolument fasciné par ces observations. Donc, j'ai contacté les chercheurs allemands qui conduisaient ces études parce qu'en Allemagne, il y a 15 à 20% des Allemands qui pratiquent le jeûne régulièrement. C'est beaucoup plus répandu qu'en France. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'influence de l'alimentation sur la santé mentale avec ces travaux. Et en fait, j'ai constaté que l'inflammation était très liée à la santé mentale. Et donc, j'en ai fait mon sujet de thèse de science pendant 3 ans en neuroimmunopharmacologie. Et à partir de là, je me suis dit quelle est la principale source de l'inflammation. L'inflammation, en fait, c'est la réaction de notre organisme face à une agression. Que ce soit une agression biologique comme une infection ou une agression psychique comme un harcèlement professionnel, par exemple, ou un burn-out. Et la principale source d'inflammation, en fait, il se trouve que c'est l'alimentation. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler sur le sujet de la psychonutrition, qui est définie comme la science de l'influence de l'alimentation, des aliments fortifiés et des nutriments sur la santé mentale. Donc on va voir ça en détail. Mais évidemment, d'abord, peut-être parce que je suis philosophe, la grande question, c'est... Donc tu as subi beaucoup de barrages, même de moqueries au début de ton engagement, parce que ça lève un tabou. Et le tabou, c'est que le cerveau, c'est en haut, c'est séparé du reste du corps. Et qu'il y a cette sorte de dichotomie, de dualité. Bon, il y a le corps, et puis il y a le cerveau. Et donc quand on s'occupait de santé mentale, on s'occupait du cerveau comme si, quand on y pense, on se dit mais c'est juste dingue, mais ça a quand même été la réalité et l'arrière-plan, disons, la croyance non questionnée qui a fait que, au début de tes recherches, les gens t'ont beaucoup pris pour un farfelu.
Tout à fait. Donc toutes les révolutions scientifiques, elles sont accueillies de la même façon, c'est-à-dire d'abord avec des moqueries et du scepticisme, et puis ensuite avec une forme d'appréhension, et puis à la fin tout le monde dit ah bah oui c'était évident. Bon, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on a passé le cap de la moquerie, hein, c'était au début des années 2010. Maintenant, il n'y a plus de professionnels, je pense, qui ignorent en fait les liens entre l'intestin et le cerveau. Tout le monde a entendu parler du deuxième cerveau, notre intestin. Ça a été très popularisé autour de 2015 médiatiquement. Et donc cet engouement médiatique a aussi permis d'accélérer la recherche. Il y a eu des millions d'euros qui ont été mis sur la table pour accélérer la recherche sur le microbiote et son influence sur les maladies. Alors malheureusement, la santé mentale, c'est pas ce qui passe en priorité souvent en fait dans les financements, mais on a quand même maintenant des données scientifiques très solides qui nous montrent beaucoup de choses très établies. Donc maintenant, il n'y a plus de discussion possible sur la rigueur scientifique des données dont on va parler. Tout ce dont je parle, ce sont des données qui sont basées soit sur des études d'observation de grandes cohortes de plusieurs milliers de personnes suivies dans le temps, soit des études basées sur des essais contrôlés, randomisés. Donc en fait, on répartit au hasard un traitement et un placebo et on regarde si le traitement, le nutriment par exemple, fait mieux que le placebo. C'est le plus haut niveau de preuve scientifique qu'on puisse attendre. Et puis après, on combine tout ça dans des méta-analyses. Méta, c'est au-dessus. On analyse toutes les études existantes et on fait une synthèse. Il y a des techniques pour ça, pour regarder ce qui va influencer l'efficacité, comme l'âge, le sexe, le poids, le fait d'être fumeur ou pas, enfin voilà, tous les facteurs qui peuvent influencer. Et ça, maintenant, on a vraiment beaucoup de données très solides. Alors je veux dire, c'est une des choses qui m'a impressionné le plus dans ton livre, c'est qu'en général, quand on aborde ces sujets, c'est vrai que donc il y avait le premier obstacle, on n'y croit pas, séparation du corps et de l'esprit, etc. C'est dans ta tête, donc c'est psychologique. Voilà. Mais le deuxième obstacle, c'est que dès qu'on parle des liens entre la nourriture et le cerveau, c'est souvent vague, flou. Moi qui connais un peu l'alimentation par mon travail d'éditeur et qui ai lu pas mal de recherches, dès que j'allume la télé ou que je vois dans les journaux des soi-disant nutrinologues ou docteurs ou qui disent des choses, je me dis mais c'est tellement pas sérieux, c'est tellement contesté. Ah, j'étais vraiment soulagé parce que c'est un ouvrage vraiment sérieux. Il y a vraiment beaucoup de recherches dans ton livre, c'est très bien expliqué. Il y a différents niveaux de lecture si on veut aller un peu plus en détail et comprendre. Et ce qui fait qu'on sort de toutes ces généralités qui, à mon avis, font plus de mal que de bien, par manque de sérieux. On ne voit pas du tout ni comment ça marche, ni pourquoi, ni comment. Donc je trouve que c'est le deuxième axe. Et peut-être tu peux essayer, peut-être je peux te demander, mais voilà, comment tu t'es engagé ou qu'est-ce qui t'a conduit à faire un travail aussi poussé, rigoureux En fait, moi, c'était déjà pour ma propre connaissance. Je ne trouvais pas d'ouvrage qui faisait la synthèse scientifique des connaissances et qui était sérieux. J'avais lu des ouvrages en langue anglaise, en fait, donc essentiellement des États-Unis, sur le sujet. Et en fait, ça manquait vraiment de rigueur. En fait, il y avait des choses qui étaient mises sur le même plan, mais avec des niveaux de preuves scientifiques complètement différents. Et donc, des choses, et surtout, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était des certitudes qui me paraissaient très étonnantes. C'est-à-dire, généralement, quand on fait un travail scientifique, il faut bien expliquer ce qu'est une donnée scientifique. C'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est des données qui évoluent dans le temps, donc qui peuvent être vraies à un moment donné en fonction des connaissances et évoluer, être remises en question. Des données, et aussi dire on ne sait pas pour l'instant. Et donc les personnes qui ont toujours une réponse et qui disent c'est comme ça, c'est immuable et c'est pour tout le monde, généralement, ça met déjà un peu la puce à l'oreille. Et à partir de là, en fait, donc moi je recevais des patients à l'époque, parce que donc j'avais une activité de consultation essentiellement en centre expert, donc ce sont des personnes qui ne répondent pas aux médicaments psychotropes comme les antidépresseurs ou les antipsychotiques. Et donc il fallait bien trouver en fait des solutions pour ces personnes qui avaient par exemple des dépressions qui ne répondaient pas aux antidépresseurs. Et c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à faire la revue des données scientifiques qui n'existaient pas. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées dans les dernières années. Donc c'est un domaine, c'est vraiment enthousiasmant parce que c'est très actif en fait. Il y a des nouvelles publications, on comprend de mieux en mieux les choses. Et parfois il y a aussi des données qui sont contradictoires et pour lesquelles on n'a pas la réponse. Donc ça, j'explique tout ça dans le livre. Alors, peut-être on peut prendre le cas le plus... On pourra creuser après, mais on souffre d'angoisse ou de dépression.
qu'est-ce que je peux savoir sur l'impact de la nourriture sur ma dépression? Parce que ça semble, à la fois on comprend et à la fois ça semble surprenant. Et peut-être des gens qui souffrent de dépression ou d'angoisse vont dire non, mais moi j'ai besoin d'abord d'un antidépresseur, l'alimentation, j'y crois pas trop. Et donc par où on peut commencer à aborder la profondeur de ce lien? Moi, le quotidien de la consultation, c'est docteur, j'ai essayé 5-6 antidépresseurs, ça m'a rien fait. Expliquez-moi ce que je dois faire. Et quand on regarde, il n'y a pas d'activité physique, il y a une alimentation très transformée, très riche en sucre rapide, en graisses saturées, très peu de connexion sociale et parfois du tabac. Enfin voilà, tous ces facteurs-là augmentent le risque de dépression. Alors, c'est pas toujours évident quand on est en phase de dépression, on manque de motivation, et donc c'est pas là où c'est le plus simple de mettre en place le changement. C'est pour ça que le livre d'avant, Je fais de ma vie un grand projet, je l'avais axé sur comment mettre en place un changement durable, parce que le point commun de toutes les personnes qui venaient me voir, c'était j'ai envie de changer, mais je n'y arrive pas. Comment faire pour que ça dure? J'y arrive sur un temps court, mais j'arrive pas à le mettre en place durablement. Donc ça, il y a aussi des solutions, des études scientifiques qui ont été faites. Et donc c'est des techniques à mettre en place. Et c'est pas évident de toucher à l'alimentation. L'alimentation, c'est très ancré en nous, en fait. Et souvent, ça remonte à l'enfance aussi, et puis à la culture. Donc il y a aussi un entourage, un environnement. C'est aussi avec qui on mange, de quelle façon. Il y a une convivialité. Donc moi, mon propos, ça a toujours été de dire il ne faut pas perdre de vue que l'alimentation est un plaisir et qu'elle nous relie aux autres. À partir du moment où ça nous isole, par exemple, c'est pas bon. Voilà. Donc il faut aussi mettre une balance dans les choses. On peut se foutre la paix de temps en temps, apprécier un bon repas bien entouré. Il n'y a pas de dogme, en fait, de choses rigides. Par contre, qu'est-ce que montrent les études ? Ce que montrent les études, c'est que la meilleure alimentation, parce que ça c'est la question qu'on me pose en fait, c'est qu'est-ce que je dois manger pour prendre soin au mieux de ma santé mentale. Et j'insiste sur le fait que non seulement ça a montré que ça a amélioré des symptômes d'anxiété et de dépression chez les gens qui ont des problèmes d'anxiété et de dépression, mais ça prévient l'apparition aussi d'épisodes de dépression. Donc quand on a suivi les gens dans le temps, on a vu qu'à un instant donné, les gens qui avaient la meilleure alimentation avaient moins de survenus d'épisodes dépressifs plus tard dans leur vie. Et donc la meilleure alimentation, c'est l'alimentation méditerranéenne. Et alors, comme par hasard, c'est la même chose si on veut avoir un meilleur cœur, si on veut vivre en meilleure santé. Les études que j'avais lues sur le sujet montrent la même chose. Donc ce régime a l'air vraiment le régime qu'il nous faut suivre. Et pourquoi ? Parce que tout est interconnecté en fait. Notre cerveau, il est vascularisé, il a du sang qui arrive envoyé par le cœur. Si le cœur s'encrasse, dysfonctionne, le cerveau va s'encrasser, dysfonctionner de la même façon. L'erreur qu'on a faite, c'est de penser que le cerveau, il était isolé du reste du corps dans un sanctuaire comme ça impénétrable, parce qu'il est entouré par une barrière. Et on pensait que cette barrière était impénétrable. Or, quand on a une inflammation, elle devient perméable. Et c'est la même chose pour l'intestin. Un intestin en bonne santé, il est imperméable. Sa fonction, c'est de filtrer les nutriments pour ne garder que ce qui est important pour notre corps. Quand on absorbe une alimentation très transformée, qu'est-ce qui va se passer ? Dans l'alimentation transformée, il va y avoir des additifs en fait, qui vont par exemple attaquer notre mucus. En fait, c'est donc le tapis en fait, qui protège notre intestin. Par exemple, les émulsifiants. Il y a des nouvelles études récentes qui montrent que l'absorption d'émulsifiants, c'est des produits qui ont pour but de faire coexister l'huile et l'eau, hein, donc la graisse et le... Il y en a dans quoi, des émulsifiants ? Dans les crèmes dessert, par exemple. Voilà, mais en fait, on en trouve dans énormément de produits transformés, hein, parce qu'en fait, la fonction de l'émulsifiant, c'est justement de stabiliser le produit. Donc du coup, ça le rend plus stable dans le temps, donc mieux conservé, et de faire coexister les graisses avec l'eau, ce qui n'est pas naturel dans un aliment, en fait. Et donc ça, en fait, tout ce qui peut se conserver pendant plusieurs semaines, souvent, en fait, c'est qu'il y a des additifs, dont des émulsifiants. Et donc, une fois, il n'y a pas de problème, en fait, mais à répétition, petit à petit, ça va attaquer, altérer ce mucus, et puis modifier les bactéries de l'intestin, parce que ces bactéries, elles s'adaptent à ce qu'on mange. Donc si, par exemple, j'absorbe beaucoup de produits qui sont riches en sucre, et ben, les bactéries qui aiment le sucre vont croître, et elles vont demander plus de sucre. Donc il y a des gens qui décrivent bien le phénomène du sucre qui appellent le sucre. Et ça va créer une inflammation locale. Donc en pratique, le système immunitaire, il va se consacrer à ce qui se passe autour de l'intestin et il ne va pas se consacrer à ce qui se passe dans le reste du corps. Donc ça va affaiblir
le système immunitaire du reste du corps, ce qui va entraîner la conséquence qu'on va faire plus d'infections respiratoires, comme des rhumes par exemple. Et plus on fait des infections, et plus ça altère notre psychisme. Comment ça marche ? Ça va altérer notre sommeil, donc ça va diminuer nos capacités de régénération, on va être plus irritable. Ça va altérer notre énergie psychique parce que le cerveau va commencer à dysfonctionner, c'est-à-dire que la neurotransmission, les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine qu'on connaît bien, les hormones du bien-être, de l'éveil quand on fait des raccourcis, leur niveau va baisser en fait parce que déjà le cerveau va utiliser les nutriments à d'autres fonctions. Ce qu'on sait par exemple, c'est que quand on a une inflammation, le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on a dans l'alimentation, il va être court-circuité vers une voie inflammatoire et il ne va pas aller vers la synthèse de la sérotonine. Donc en fait, quand on traite la dépression avec un antidépresseur, on veut faire monter la sérotonine en inhibant sa recapture dans la fente entre les neurones, mais s'il n'y a pas de sérotonine, il n'y a pas de sérotonine, donc l'antidépresseur ne marche pas. Et donc la question, c'est comment on fait remonter ce taux de sérotonine. Et donc la solution, c'est de faire baisser l'inflammation. Voilà, c'est toutes ces compréhensions-là qui maintenant sont une vraie révolution scientifique et qui donnent toute sa place à la psychonutrition vraiment au cœur du soin et pas à côté du soin de la santé mentale. Donc on a dit le régime méditerranéen, ça consiste en quoi ? Donc c'est une alimentation qui est majoritairement végétale. Donc la bonne nouvelle, c'est que la meilleure alimentation pour la santé humaine, c'est aussi la meilleure alimentation pour la santé environnementale, parce que c'est le sujet de l'actualité. Nous consommons trop de viande en Occident, beaucoup trop même, parce que les recommandations, ce serait de ne pas dépasser 500 grammes par semaine. Or, la moyenne en France, c'est plutôt à 1,6 kg, donc 3 fois trop de viande dans l'alimentation. Ça va avoir des conséquences en termes d'inflammation. En fait, ça va apporter, par exemple, beaucoup trop de fer inflammatoire. Et donc, ça a des conséquences en termes d'augmentation de plusieurs risques, notamment de cancer. Mais aussi, le fait de manquer de végétaux, ça va faire qu'on va avoir pas assez de fibres. Les fibres, c'est des substances qui nourrissent le microbiote. Donc le microbiote, c'est un paquet d'1,5 kg de bactéries qu'on a dans l'intestin, qui nous rend des services incommensurables tous les jours. Et on a oublié en fait que notre corps, c'est pas seulement un organisme de cellules eucaryotes, on vit en symbiose avec des microbes en fait. Et pas que dans l'intestin, il y en a sur notre peau, il y en a sur toutes les muqueuses. Et que quand ce microbiote est attaqué, c'est notre corps aussi qui est attaqué parce que ça l'affaiblit. Ces bactéries, elles nous servent à digérer les nutriments, mais elles vont aussi stimuler le nerf vague. Le nerf vague, c'est quand on dit je fais un malaise vagal, ça vient de là, c'est un nerf de relaxation. Et donc normalement, ça fait baisser notre niveau de stress. Il y a une balance entre ce nerf et ce qu'on appelle le système orthosympathique, c'est le système de l'hypervigilance, du combat, de la fuite. Et donc, dans notre vie moderne, à 100 à l'heure, en fait, on stimule trop peu le nerf vague et c'est le système orthosympathique qui va être en permanence sollicité, en fait, pour arriver à faire face au challenge d'une vie moderne qui nécessite un niveau de vigilance très important, avec un sommeil réduit par d'autres facteurs comme l'exposition aux écrans, des choses comme ça. Et donc, ce microbiote, il va aussi renforcer notre système immunitaire. C'est pour ça que les probiotiques ont prouvé une efficacité à la fois pour renforcer le système immunitaire, mais aussi pour améliorer l'anxiété et la dépression. Ça marche comme ça. Donc on voit qu'il y a plusieurs voies en fait, qui relient l'intestin et le cerveau. Et donc dans l'alimentation méditerranéenne, on a cherché justement qu'est-ce qui, dans l'alimentation méditerranéenne, améliorait le mieux l'anxiété et la dépression. Et ce qu'on a montré, c'est que consommer des fruits tous les jours diminue de 15% le risque de dépression, et consommer des légumes tous les jours diminue de 9% le risque de dépression. L'alimentation méditerranéenne, elle diminue de 33%, donc d'un tiers, le risque de faire une dépression. Quand on extrapole ça au nombre de dépressions en France, ça représente des centaines de milliers de dépressions qui pourraient être évitées. C'est vraiment un problème de santé publique. Et à l'inverse, notre alimentation moderne, occidentale, ultra transformée, elle augmente de 33% le risque de faire une dépression. Alors on va essayer d'être plus précis sur si tu veux bien, sur le régime méditerranéen. Donc, est-ce que je peux manger tous les légumes ou il y a des légumes qui sont préférables à d'autres ? En synthèse, en fait, la pyramide, dans notre alimentation, elle est inversée. En fait, normalement, la base de la pyramide, c'est des fruits, des légumes, des substances végétales et des légumineuses. Ça, c'est la base de la pyramide. Dans notre alimentation occidentale, elle est inversée. Ça, c'est le sommet de la pyramide, c'est pas ce qu'on consomme le plus. La base de notre pyramide, en fait, c'est beaucoup de viande, beaucoup de poissons et de produits ultra transformés, et donc aussi beaucoup de sel et d'additifs. Rappelle-moi ta question.
Est-ce qu'on peut Oui, manger alors tous est-ce les qu'on peut légumes? consommer tous les légumes? Oui, en fait, parce que tous les légumes, en fait, ce qui est recommandé, c'est idéalement 25 fruits et légumes différents par semaine. Ce que je trouve mieux que 5 fruits et légumes par jour dans les recommandations actuelles, dans le message. C'est-à-dire de rappeler, de diversifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nourrir notre microbiote avec différentes fibres, différents nutriments. Ça permet aussi d'avoir plus de plaisir dans son alimentation, de ne pas avoir une alimentation monotone. Parce qu'après, on dit on ne peut plus rien manger. C'est pas vrai, en fait. On peut manger tous les aliments que la nature nous offre. La question, c'est comment on les transforme ou pas, en fait. C'est surtout ça l'essentiel de la Donc, question. pour simplifier, ce qu'il faut retenir, c'est moins de viande, Oui. moins de produits transformés. Donc, les produits transformés, en partons pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on appelle un produit transformé? En fait, un produit ultra transformé, et on note bien qu'on est en train de parler de produit et pas d'aliment, parce qu'en fait, est-ce qu'on peut encore appeler aliment une substance qui nous fait plus de mal que de bien? Parce que normalement, la fonction de l'aliment, c'est de régénérer notre corps, de lui permettre d'être en bonne santé et de continuer. Or, le produit ultra transformé, c'est l'inverse. En fait, il altère notre corps, il conduit à de l'inflammation et du stress oxydatif, ça accélère le vieillissement de notre corps. Ça a été démontré. Donc un produit ultra transformé, c'est assez simple. Déjà, on ne peut pas reconnaître l'aliment d'origine. Donc c'est souvent un mélange d'aliments. Il faut regarder sur l'étiquette pour savoir ce qu'il y a dedans. Quand on regarde sur cette étiquette, il y a beaucoup de produits dont on ne comprend pas le nom, des noms très compliqués, des formules compliquées de produits. Il y a des produits ajoutés qu'on ne trouve pas dans les aliments, donc tous les additifs alimentaires, ça vient de là, additifs. On rajoute des conservateurs, par exemple, pour que ces produits durent plus longtemps. Et donc, ce sont des produits, en fait, qui, donc comme forcément, ils ont été transformés pour une raison. Alors, pour une raison économique, pour durer plus longtemps, mais aussi pour augmenter leur palatabilité, donc la capacité à générer du plaisir. Et c'est là, souvent, où justement, il y a quelque chose qui va devenir compliqué. C'est-à-dire que ce sont des produits qui jouent sur notre sensibilité gustative, et notamment on sait qu'on n'a pas tous la même appétence pour le salé et le sucré, par exemple. Il y a des personnes qui vont être très attirées par le sucre génétiquement. Il y a des récepteurs au sucre, donc on le sait, ça a été démontré. Et donc, face à un même produit ultra transformé, il y a des personnes qui vont vouloir en reprendre, et d'autres qui vont dire c'est bon, j'ai eu une portion, ça me suffit. Et c'est les personnes qui justement vont rentrer dans ce rapport-là, et surtout dans ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, c'est quand on ne mange pas parce qu'on a faim, mais qu'on mange pour faire cesser une émotion. Comme par exemple l'angoisse, mais aussi l'ennui. Et donc il y a des personnes qui décrivent ça très bien, en fait, que justement leur rapport à la nourriture, c'est plus de nourrir leur corps, mais justement de changer leurs émotions. C'est ça l'alimentation émotionnelle. Est-ce que tu peux donner des exemples de produits transformés? Alors, Les plus courants que les les gens ont pâtes à chez eux? tartiner, typiquement, certains chocolats qui sont enrichis en sucre, en additifs, beaucoup de céréales du petit déjeuner, pareil, qui sont Donc ça, c'est très mixées. intéressant. Beaucoup d'études ont montré l'incroyable manipulation mentale qui a été faite, que ces céréales au petit déjeuner seraient bons pour la santé, seraient nécessaires, alors qu'en réalité, c'est vraiment pas du tout bon pour la santé. Non, et même quand elles se présentent comme bonnes pour la santé, Donc ça, il y a effectivement. une grande manipulation. Puis, moi, je me souviens, enfant, on me faisait manger des céréales en pensant que c'était bon pour ma santé. Et c'est tout à fait faux. Les deux repas les plus riches en sucre de la journée, c'est le petit déjeuner et le goûter. Donc en fait, quand on veut amorcer le changement, c'est ce que je propose. On ne peut pas tout changer d'un coup, en fait. Donc c'est d'aller regarder effectivement comment on commence sa journée, avec quelle alimentation, parce que c'est là où on a le plus d'énergie mentale. Le début de la journée, c'est là où on est censé sortir du sommeil réparateur. Si on se lève en étant déjà fatigué, ça veut dire sûrement qu'il y a un problème avec le sommeil, qu'il faut aller le regarder. Ça, c'est aussi une grande source de dépression et d'anxiété. Donc parfois, il y a par exemple des apnées du sommeil, des gens qui font de l'apnée. Donc il faut faire attention aussi à comment je me lève le matin, dans quel état psychique je suis, de bien s'auto-observer. Et finalement, de regarder ce premier repas de la journée, ça peut conditionner complètement le déroulé de la journée, parce que c'est l'énergie qu'on va apporter. Et l'erreur, c'est de penser que plus c'est calorique et plus c'est énergétique. En fait, il y a des calories vides, et c'est ces calories-là qui ne sont pas bonnes. En soi, on a besoin de calories pour fonctionner, donc c'est OK, en fait, on a besoin d'énergie. Mais les produits ultra transformés, ils vident les aliments de leurs substances nutritives, comme les nutriments, par exemple, les farines
En fait, plus elles sont raffinées et moins elles sont riches en nutriments. Et à l'inverse, plus elles sont raffinées et plus elles sont riches en sucre rapide. Donc ça veut dire en fait que ça tient de moins en moins au ventre et ça appelle de plus en plus rapidement un nouveau repas. Et donc en fait, on rentre dans une boucle en permanence d'alimentation et d'hypoglycémie, par exemple. Et c'est ça qui peut déréguler, par exemple, le pancréas et créer du diabète à terme. Ce qui est très bien, c'est que voilà, au moins c'est complètement cohérent avec les autres dialogues que j'ai fait sur cette chaîne, comme avec Jessine Chauspé. Pour sa santé et pour sa santé mentale, cesser de manger du sucre au petit déjeuner, c'est vraiment une bonne idée. Les sucres rapides ne nous aident pas en fait sur le moment, ils vont augmenter plutôt notre excitation. C'est pour ça, le pire étant les formes liquides en fait. Le sucre dans les liquides, c'est à peu près ce qu'il y a de pire en fait dans l'alimentation, parce que nous on a pu démontrer par exemple que la consommation de soda sucré, mais aussi de jus de fruits riches en sucre, donc l'orange, le pamplemousse par exemple, pas le jus de citron. Ça c'est aussi très important à dire, parce que le fameux jus d'orange que les gens prennent le matin, soi-disant parce que c'est bon pour la santé, parce que ça serait des fruits, eh bien, pas du tout. Et oui, parce qu'ils se disent 5 fruits et légumes par jour, donc c'est bon, j'ai déjà mes 2 oranges. Sauf qu'on parle de fruits complets et pas de jus de fruits. Donc même s'ils sont pressés, alors ils ont au moins les vitamines quand ils sont pressés, à condition d'être consommés rapidement, parce que ça s'oxyde très vite, la vitamine C. Mais le problème, c'est qu'en fait, on va aussi faire passer beaucoup de sucre, et notamment aussi du fructose, qui est un sucre qui n'est pas métabolisé ni par le cerveau, ni par le muscle. Parce que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est « Ah oui, mais moi, j'ai un travail très intellectuel, donc mon cerveau consomme beaucoup de sucre. » C'est un moyen de rationaliser, en fait, l'absorption de sucre. En fait, le cerveau, il s'adapte parfaitement à notre glycémie. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça voudrait dire sinon qu'on tomberait dans les pommes dès qu'on boit un jus d'orange, parce qu'en fait, il y aurait un pic comme ça de sucre dans le sang et après une hypoglycémie. Donc ça veut dire que le cerveau, il arrêterait de fonctionner au moment où le sucre diminue. Donc ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et il y a des erreurs comme ça alimentaires qui sont faites en pensant qu'on fait quelque chose de bon pour notre santé. Oui, parce que c'est très important de rappeler ici que beaucoup des erreurs que nous les faisons pas en croyant être libres, mais parce qu'on a été manipulé par l'industrie agroalimentaire qui nous a fait croire, pour vendre ces produits, que c'était bon pour notre santé, alors que ça nous empoisonnait. Le jus d'orange, les céréales au petit déjeuner. Maintenant, on prend conscience que le sucre est quand même très néfaste, beaucoup plus que ce qu'on pensait, et on s'est trompé effectivement de cible, parce qu'à une époque, c'était le cholestérol, par exemple, qui était la cible principale des recommandations alimentaires. Puis on s'est rendu compte que faire baisser le cholestérol, ça pouvait en fait être dangereux, parce que le cholestérol est un précurseur de synthèse d'hormones, notamment d'hormones sexuelles aussi, qui nous protègent en fait et qui nous aident à lutter contre le vieillissement accéléré des cellules. Donc il y a des médicaments qui faisaient baisser le cholestérol comme ça, qui ont montré en fait des effets indésirables. Et donc on avance comme ça pas à pas. Les produits ultra transformés, et ça j'insiste là-dessus, c'est que parce qu'on a l'impression aussi qu'on va rentrer dans une dictature de la santé, qu'on ne va plus pouvoir manger comme on veut, ce qu'on veut. Mais en fait, c'est se souvenir que les produits ultra transformés ne sont pas une liberté, c'est une contrainte. Parce que justement, ils nous tiennent beaucoup moins au ventre que des aliments non transformés. Donc ils nous rendent dépendants d'eux, en fait, parce que du coup, il faut en absorber plus pour avoir la même sensation de satiété. Et ils nous apportent moins de nutriments et moins de vitamines, donc on va se sentir moins bien avec ces produits. Donc ce n'est pas du tout des produits libérateurs. Mais par contre, on peut avoir l'impression que c'est notre source de plaisir principale, surtout quand on n'a pas d'autres sources de plaisir dans la vie. Et donc la question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'autres sources de plaisir dans la vie? Donc il faut bien regarder l'ensemble du tableau, parce que l'alimentation, elle s'inscrit dans une histoire. Il n'y a pas que l'alimentation, bien sûr. Il y a aussi qui est-ce que je côtoie dans ma vie, avec qui je mange, et puis quelle activité physique je fais, comment je dépense cette énergie aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Oui, et puis ce n'est pas une question de dictature, de plus jamais manger ceci ou ceci. C'est juste de comprendre ces mécanismes et de sentir que ces aliments ultra transformés que souvent on mange pensant bien faire, nous font du mal. Donc je voudrais prendre soin de ma santé mentale. Quel petit déjeuner? Si j'en prends, mais je peux ne pas en prendre aussi, contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant très longtemps que c'était obligé. Si je prends un petit déjeuner, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que la science, ou parce que c'est pas... Plutôt, qu'est-ce que la science nous dit? Quelles sont les options qui seraient bonnes? La bonne idée, alors
il est important de rappeler qu'on est vraiment tous très différents. Et c'est pas voilà, une façon de parler, c'est une réalité physiologique. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, le métabolisme change au cours de la vie, les besoins énergétiques changent au cours de la vie, et puis ça va dépendre de la journée qui va suivre. Par exemple, je ne vais pas recommander le même petit déjeuner à quelqu'un de très sédentaire qui va rester toute la journée assis à un bureau et à quelqu'un qui a un métier actif qui va être très actif physiquement au cours de la journée. Il faut rappeler que le cerveau dépense seulement 20% de l'énergie. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, c'est que on fait la confusion en fait entre l'activité physique et la sédentarité. C'est pas la même chose. La plupart d'entre nous sommes à la fois actifs et sédentaires. La sédentarité, c'est le temps qu'on passe assis et couché. L'activité physique, c'est le nombre d'heures où on va faire une activité de type sportive, mais pas forcément. Ça peut être une marche simplement d'un bon pas. Et donc, ça, il faut le prendre en compte parce que quand on est dans une société moderne qui à la fois nous met très sédentaires et qui accentue ça avec les écrans, et qu'à côté, en fait, on a une alimentation qui, elle, nous apporte beaucoup de calories vides, et bien forcément, les deux ensemble, ça crée de l'obésité, donc 17% de la population actuellement, la moitié de la population est en surpoids, y compris chez les enfants. L'obésité, c'est pas qu'une histoire de grossophobie, c'est qu'une histoire que l'obésité augmente l'inflammation et l'inflammation augmente le risque de dépression et d'anxiété. Donc ça a été démontré qu'il y a des cercles vicieux hormonaux qui s'installent, c'est-à-dire que la graisse en fait va libérer des hormones qui vont altérer justement le microbiote, l'intestin, le cerveau, et que ça va induire des cercles vicieux avec notamment aussi plus d'appétence pour le sucre. Donc vraiment le cercle vicieux comme ça. Donc l'idée, c'est de permettre aux personnes de se libérer justement de ces cercles vicieux, donc de ces contraintes, et pas au contraire de leur imposer des nouvelles contraintes. Donc pour le petit déjeuner, en fait, il y a plein d'options, et il faut déjà regarder ce qu'on a plaisir à manger, mais bien sûr, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire est-ce que le plaisir, il vient d'un produit industriel qui a été calculé justement pour me faire plaisir, ou est-ce qu'il vient d'un aliment qui existe vraiment? Donc parfois, il faut réapprendre aussi à son palais à prendre plaisir dans des saveurs plus authentiques, plus simples en fait, et pas dans des produits ultra transformés, parce que vraiment tout est calculé pour justement nous rendre accros à ce produit. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre la décision de se libérer de ça en fait. Et donc, dans les aliments non transformés, on peut tout manger, en soi, même une orange, un fruit, du moment qu'il est non transformé. En fait, à la fin de l'orange, on n'aura plus envie de manger une deuxième orange. Alors que si on a le jus de pressé, là, on peut en boire 3 d'un coup parce que ça passe directement dans le corps. Parce qu'en fait, on ne trouve pas dans la nature une orange pressée. Voilà, donc, et encore moins par un appareil industriel. Donc au petit déjeuner, il y a plein d'options. Si on a une journée pleine d'activité physique, on va pouvoir choisir des féculents comme des flocons d'avoine, par exemple, qui ont beaucoup de vertus. Si on n'a pas de dépenses énergétiques prévues, qu'on va avoir une journée plutôt sédentaire, là on va aller plutôt sur des protéines et des bonnes graisses. Donc ça peut être, moi ce que je propose par exemple, c'est un œuf par jour pour quasiment tout le monde. C'est quelque chose de très bien parce que le blanc contient de l'albumine, qui est une protéine dont on a besoin, qui correspond bien aux protéines qu'on a dans le sang. Et le jaune va apporter des bonnes graisses en fait. Donc qu'est-ce que j'appelle bonne graisse aussi, il faut le définir. C'est que parmi les graisses, en fait, il y a des graisses qui sont plutôt stables parce qu'elles sont saturées, ça veut dire saturées d'électrons. Donc le beurre, par exemple, est très riche en graisses saturées. Et donc ça, c'est stable. Donc c'est des aliments qui, à température ambiante, sont plutôt solides, comme le beurre. Et à l'inverse, les graisses insaturées, donc instables, sont beaucoup plus fluides, comme donc les huiles. Et ça, en fait, ça va nourrir les membranes de nos cellules, et notamment dans les neurones. En fait, on a besoin de graisses insaturées, et notamment d'un type bien particulier qui s'appelle les oméga-3. Mais dans les oméga-3, c'est un type bien particulier qui s'appelle le DHA. Bon, ça veut dire acide docosahexaénoïque, on s'en fiche du nom, DHA. Et ça, c'est un oméga-3 qui est majoritairement dans le cerveau. On n'en trouve nulle part ailleurs dans le corps, en fait, à part dans la rétine et dans le sperme chez les hommes. Et on ne peut pas le synthétiser. Le corps est incapable de le synthétiser, c'est pour ça qu'on dit qu'il est essentiel. Et on n'en trouve que dans les poissons gras. Alors je ne dis pas qu'il faut manger des poissons gras au petit déjeuner. La plupart en fait, des gens ne mangent pas assez de poissons gras. Et il y a une bonne raison d'ailleurs à ça, c'est que dans les recommandations, il ne faut pas manger trop de poissons gras parce qu'il y a beaucoup de méthylmercure et de cadmium dedans. Et donc on va s'intoxiquer avec des métaux lourds.
Donc le constat, c'est aussi malheureusement, on a empoisonné notre environnement et que les aliments que nous absorbons, ils contiennent aussi ces substances nocives. On parle beaucoup des microplastiques, par exemple, en ce moment. Je pense que c'est un des prochains sujets qui va arriver dans le domaine de la santé, l'effet des microplastiques sur notre santé, qui sont sûrement très inflammatoires. Et donc, il y a aussi une observation que c'est de plus en plus compliqué de trouver des aliments vraiment nutritifs. Par exemple, concernant les poissons qu'on consomme actuellement, ils sont majoritairement des poissons d'élevage. Et parce qu'on ne va pas vider les océans, donc on ne peut pas augmenter la pêche des poissons sauvages. Et leur alimentation a changé, et ça, personne n'en parle, alors qu'en fait, les études montrent que 80% des personnes dans le monde sont carencées en DHA, ce fameux oméga 3 dont j'ai parlé. Et pourquoi? Parce que les poissons sont de moins en moins riches en DHA, parce qu'ils sont nourris avec des farines et des huiles végétales, alors qu'avant, les poissons carnivores comme le saumon, par exemple, qui est très consommé, ou le thon, sont des poissons qui étaient nourris avec des huiles et des farines de poissons, et donc ils étaient plus riches en DHA. Donc, on parlera des oméga 3 après, mais je voulais finir sur le petit déjeuner. Oui. Donc, poisson gras, mais bon, c'est pas Non, pas au évident. petit déjeuner. Donc, alors, qu'est-ce que je mange Au petit déjeuner, moi, ce Donc, que j'aime flacon d'avoine beaucoup, pour l'instant. flocons d'avoine, si on fait de l'activité physique. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le skyr. Alors, je devrais arrêter de le recommander, parce que maintenant, j'en trouve plus dans les rayons depuis que j'en ai parlé. Le skyr, c'est en fait un fromage islandais, mais qu'on trouve en France, qui est très riche en protéines et assez pauvre en sucre. Parce qu'il ne faut pas se tromper, par exemple, quand on mange du fromage blanc, il y a beaucoup de formes de fromage blanc. Le yaourt à la grecque, par exemple, ça va être un yaourt qui va être très riche en graisses saturées. Et donc, tout est dans la dose, en fait. Les graisses saturées, c'est bien à une certaine dose, mais dans les observations, on en a trop dans l'alimentation occidentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger, ça veut dire qu'il faut juste rééquilibrer les choses et pas se tromper. Et le skyr, en fait, ce que j'aime bien, c'est que justement, ça apporte des protéines avec peu de sucre. Et donc, c'est quelque chose qui va être anti-inflammatoire et donc nous tenir mieux au corps, parce qu'en fait, les protéines ont un pouvoir satiétogène, c'est-à-dire qu'elles coupent la faim de façon beaucoup plus importante que les sucres et les graisses. En plus, le système d'extinction de l'appétit qui est basé sur les sucres et les graisses, en fait, si on absorbe la même quantité de sucre et de graisse, ça s'annule. C'est pour ça que les produits ultra transformés, souvent, quand on regarde, ils ont autant de sucre que de graisse. Alors typiquement dans des bonbons au chocolat, par exemple, ou la crème glacée, les glaces, il y a autant de graisse que de sucre, et on peut en manger. Ça ne s'arrête jamais, parce qu'en fait, ça n'éteint pas la faim. Alors que les protéines, elles, sont très efficaces pour éteindre la faim. Donc pour le petit déjeuner, je pense qu'on a parlé des œufs aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut convenir à la majorité des modes d'alimentation qui ont beaucoup de vertus. Et je pense que c'est déjà pas mal pour un petit déjeuner. On peut rajouter des noix, comme soit des noix de Grenoble ou des amandes aussi, par exemple. Ou ça, c'est quelque chose qu'on peut réserver aussi à l'en-cas de 16 heures, qui vont apporter des bonnes graisses et une bonne énergie sans faire de pic de sucre. Et ça va aussi permettre d'avoir une digestion moins lourde et d'avoir de meilleures capacités de concentration, par exemple, pendant la matinée, et surtout d'avoir faim plus tard pour le déjeuner. Donc là, on a vu une part un peu de l'alimentation. Je renvoie aux gens à ton livre où tu vas un peu en détail. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que, comme tu as commencé à en parler en parlant des poissons gras, qui ont de moins en moins d'oméga 3, il y a des suppléments, ce qu'on appelle la micronutrition, des suppléments qui jouent un rôle très important et qu'on a beaucoup étudié, et en particulier donc ces fameux oméga 3. Et là, il y a beaucoup de recherches qui montrent leur importance, et de faire un supplément en oméga 3 pourrait être une solution pour tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale. C'est ce qu'on appelle les nutraceutiques. Ce sont des suppléments de nutriments très concentrés qui ont prouvé une efficacité sur la santé. Dans la santé mentale, en fait, on a eu des recommandations internationales qui ont été publiées en 2022, donc c'est très récent dans le domaine de la science, qui font l'état des lieux des données scientifiques sur l'efficacité des nutriments en santé mentale, donc dans tous les troubles de santé mentale. Donc il y a la dépression, mais il y a aussi les troubles obsessionnels compulsifs, le TDAH de l'enfant et de l'adulte, voilà, tout un tas de troubles psychiques. La dépression, c'est la pathologie où on a le plus de données pour tout un tas de raisons, parce que c'est la plus fréquente dans la population et la plus impactante aussi en termes médico-économiques, hein, c'est-à-dire que ça crée beaucoup d'invalidité, de personnes incapables
de travailler, et puis ça augmente le risque suicidaire. Et donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que les oméga 3 ont le plus haut niveau de preuve scientifique en termes d'efficacité. Donc ça, maintenant, c'est complètement consensuel. Qu'ils sont efficaces en ajout aux antidépresseurs, mais également dans certaines formes de dépression, comme les dépressions liées à de l'inflammation ou à de l'obésité, y compris en monothérapie. Donc vraiment, ça soigne certaines formes de dépression. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires qui sont démontrées. On comprend tous les mécanismes. Ça va stimuler un système qui s'appelle le système endocannabinoïde. Donc cannabinoïde, cannabis, c'est parce qu'il y a des substances qui activent ce système dans le cannabis. Et par contre, le cannabis a d'autres activations qui sont néfastes pour la santé mentale. Donc c'est pour ça que le cannabis n'est pas recommandé en santé mentale. Et à côté de cela, il y a d'autres nutriments qui ont prouvé leur efficacité, comme le zinc. Alors peut-être on finit sur les oméga 3. Tu conseillerais d'en prendre comment? Quel conseil tu peux donner? Alors, il ne faut pas se tromper d'oméga 3, et c'est là où ça devient très technique. C'est qu'il y a plusieurs oméga 3, et c'est le DHA qui est essentiel pour les membranes de nos neurones, et l'EPA qui est essentiel en santé mentale. C'est les deux oméga 3 qu'il faut rechercher en priorité. Or, des oméga 3, on en trouve dans des substances végétales comme par exemple le lin, le colza, les noix, et les huiles qui en dérivent et les farines qui en dérivent. Mais c'est un autre oméga 3 qui s'appelle l'ALA. Alors cet ALA, il est converti à hauteur d'environ 20% en EPA, mais cette conversion, elle varie selon plusieurs facteurs, notamment elle varie selon les sexes. Les femmes sont plus avantagées que les hommes, elles vont plus convertir l'ALA en EPA que les hommes. Et on n'arrive pas à atteindre les taux suffisants d'EPA, même quand on augmente cet ALA, parce qu'en fait, après, ça va se transformer en calories, c'est-à-dire que le corps va s'en servir comme un carburant et pas comme quelque chose pour nourrir les membranes de nos neurones. Donc en pratique, c'est l'ANSES qui a tranché, donc l'autorité nationale pour l'alimentation, qui dit que la seule façon d'augmenter efficacement le stock de DHA dans le corps et notamment dans le cerveau, c'est la supplémentation. Donc en fait, les suppléments, ce sont des huiles concentrées qui contiennent donc de fortes doses de DHA et d'EPA. C'est la seule façon d'être sûr Et ça se trouve en qu'on a les pharmacie? apports. Ça se trouve sur Internet et en pharmacie. En fait, En libre accès, il n'y a pas besoin en libre accès, il n'y a pas besoin d'ordonnance. D'accord. Parce que ce sont des compléments alimentaires. Et ça, il y a beaucoup de recherches qui montrent que prendre donc tous les jours un oméga 3 en supplément qui contient donc la DHA et de l'EPA vont permettre, et comment le fait de prendre l'oméga 3, qu'est-ce que ça fait à mon cerveau? Donc, les deux oméga 3 vont avoir des actions différentes. Le DHA, lui, il va régénérer mon cerveau parce que les membranes des neurones ont besoin de ce DHA pour être fluides. En fait, les neurones sont entourés de membranes de graisse. Cette graisse, elle est encrassée par notre alimentation qui est trop riche en graisses saturées. Et aussi, si j'ai bien compris, aussi par l'inflammation qui vient du stress. C'est ça. De ma peur et de mon angoisse. Donc je suis angoissé, j'ai peur, ou je subis un stress à mon boulot, j'ai pas une bonne alimentation. Donc tout ça crée une inflammation de mon cerveau. La neuroinflammation, tout à fait. Donc en prenant l'oméga 3, je réduis l'inflammation. Exactement. Donc je réduis l'angoisse. Donc je casse le cercle vicieux. Parce qu'en plus, quand je ressens l'angoisse, il y a une boucle descendante, c'est-à-dire que j'augmente mon niveau de cortisol. C'est l'hormone du stress qu'on peut doser dans la salive, par exemple, quand on est stressé. Et ce cortisol, ça c'est une des grandes découvertes des 10 dernières années, il va augmenter la perméabilité de mon intestin. Donc c'est là qu'on voit que la boucle est bouclée. Les personnes qui ont par exemple un syndrome de l'intestin irritable ont un risque augmenté de 4 à 8 d'avoir de l'anxiété ou de la dépression. C'était le premier travail qu'on a fait dans mon laboratoire sur la psychonutrition. Ça s'explique complètement par cette boucle en fait, entre le premier et le deuxième cerveau. C'est-à-dire que plus je suis stressé et plus mon intestin va laisser passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer dans mon sang. Ça va créer de l'inflammation. Cette inflammation va augmenter ma vulnérabilité à l'angoisse et ça va créer comme ça des cercles vicieux. Donc il y a un moyen de casser cette boucle effectivement par ces nutriments. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les oméga 3 qui agissent sur l'inflammation, c'est d'autres nutriments aussi qui ont prouvé une efficacité en santé mentale, ce qui est parfaitement logique parce que l'inflammation, elle est très liée au stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est le mécanisme par lequel notre corps vieillit de façon accélérée. C'est-à-dire qu'en permanence, on est exposé à des facteurs qui nous agressent.
ça génère des radicaux libres, ça s'appelle comme ça. Donc c'est des substances très agressives en fait qui peuvent être générées par exemple par la pollution, mais aussi par une alimentation inflammatoire. Et notre corps a des défenses oxydatives, c'est-à-dire qu'il est là pour lutter contre ces radicaux libres. Mais ces défenses, elles s'épuisent en fait. Et surtout, elles s'épuisent si notre alimentation n'apporte pas ce dont on a besoin pour lutter. Donc c'est ça qui se passe en fait pour la plupart d'entre nous, et ça se voit à l'imagerie, hein, qu'il y a des cellules nerveuses qui sont rabougries et qui sont régénérées quand on apporte les nutriments nécessaires au cerveau pour bien fonctionner. Donc ça, on voit bien l'oméga 3. On ne va pas tous les faire, mais il y en a 4 principales. La deuxième, c'est la vitamine D. Oui. Donc ça, on en a beaucoup entendu parler, en particulier au moment du Covid, où c'est la première fois que tout le monde a entendu parler de l'importance de la vitamine D. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on en a besoin? La vitamine D, c'est une hormone stéroïdienne. Alors, hormone stéroïdienne, ça veut dire que les hormones, c'est des substances qui nous permettent de communiquer entre différents organes dans le corps. La vitamine D, on n'en a pas assez dans l'alimentation. C'est une vitamine qu'on synthétise quand on s'expose au soleil. Et la plupart d'entre nous ne sommes pas assez exposés au soleil, notamment en hiver, mais pas que. Et en fait, l'insuffisance en vitamine D, elle est extrêmement fréquente. C'est la plus fréquente de toutes les insuffisances en vitamines en France et dans tous les pays. Moi, j'ai vu des médecins qui disaient « Mais c'est absurde cette histoire de vitamine D, puisque tout le monde en manque. » Donc, Mais en fait, on peut leur répondre à ces médecins que dès qu'on fait des études de supplémentation, c'est-à-dire quand on remonte les niveaux de vitamine D, en santé mentale notamment, on améliore les symptômes de dépression. Et la prévalence de la dépression, c'est 15% en France, c'est énorme. Donc la population générale n'est pas en bonne santé mentale. Donc quand on a le mécanisme physiologique, la preuve d'efficacité de la supplémentation et les chiffres épidémiologiques des insuffisances, ça devient difficile de dire. Enfin, je veux bien, le scepticisme est bon, mais à un moment donné, il faut quand même reconnaître quand toutes les preuves vont dans le même sens, en fait, que l'efficacité est là. Surtout quand on a les essais contrôlés randomisés qui montrent l'efficacité. Et maintenant, on a des méta-analyses qui confirment l'efficacité de la supplémentation en vitamine D sur la dépression. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement par rapport à... On a vu un peu ce que faisaient les oméga 3. Qu'est-ce que fait la vitamine D? Ça module le système immunitaire et l'inflammation. Donc en fait, ça va moduler ce qu'on appelle les cytokines, c'est les molécules de communication de l'inflammation. Donc par exemple, ça va envoyer le message au corps de baisser l'inflammation, parce que ce qui se passe, c'est que notre inflammation se déclenche beaucoup trop facilement dans notre mode de vie moderne, parce qu'en permanence, on est agressé. J'ai parlé à la fois des agressions biologiques, les infections, mais ça peut être une plaie, enfin voilà. L'alimentation inflammatoire est une agression. Et puis il y a les agressions psychiques aussi. Donc, et notamment le fait, par exemple, de devoir se lever trop tôt quand on a un chronotype du soir. Donc le chronotype, ça va être du matin ou du soir. Ça, c'est fixé génétiquement. Et donc quand en permanence, tous les jours, on doit lutter contre son chronotype, bah ça peut générer de l'inflammation. En fait, les troubles du sommeil augmentent l'inflammation. Et pareil, c'est une autre boucle vicieuse. Et donc la vitamine D, en plus de ça, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des récepteurs à la vitamine D dans le cerveau. Et non. Ça, oui. c'est dingue. En fait, moi, c'est une des choses qui m'a le plus fasciné dans les études de médecine, c'était de constater qu'il y a ce qu'on appelle des promoteurs. C'est des clés d'activation des gènes. Et ces promoteurs, ils se lient aux oméga 3, à la vitamine D et au zinc, 3 nutriments qui ont prouvé une efficacité en santé mentale. Donc ça veut dire en fait que les nutriments qu'on absorbe modifient la façon dont nos gènes s'expriment. Et ça, je trouve que c'est absolument révolutionnaire en fait. On connaît maintenant l'épigénétique, c'est-à-dire que il y a les gènes, c'est les cartes qui nous sont données à la naissance, qui sont tirées au hasard parmi les chromosomes de nos parents. Donc on peut avoir des gènes de prédisposition à certaines maladies comme l'hypertension, comme le diabète, comme la dépression. Mais après, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire comment s'expriment ces gènes, et ça, c'est conditionné par notre mode de vie. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en septembre 2023, il y a une étude qui a été publiée par des collègues anglais, une énorme étude sur une biobanque. Donc, c'est-à-dire qu'on prélevait aux personnes du sang et on analysait aussi leur mode de vie. Et on a pu regarder à la fois le risque génétique de dépression et l'effet du mode de vie sur l'état dépressif des personnes. Et ce qu'on a pu montrer dans cette étude, c'est que même chez les gens à haut risque génétique de dépression, le mode de vie influençait positivement le risque de dépression, c'est-à-dire si on fait de l'activité physique, si on côtoie beaucoup de personnes inspirantes, si on a une alimentation anti-inflammatoire, tout ça améliore la dépression, y compris chez les personnes qui ont un risque génétique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme en fait.
À l'inverse, le but, c'est pas de culpabiliser les personnes, en fait, parce que justement, quand on n'a pas conscience de tous ces facteurs, bah, en fait, on fait des choses, on l'a vu avec l'exemple du jus de fruits, en fait, on peut se dire, je fais quelque chose de bon pour ma santé en pressant des fruits, en buvant mon jus tous les jours, et puis bah, parfois, en fait, on fait quelque chose qui est néfaste pour notre santé. Alors, la vitamine D, les études montrent qu'il faudrait mieux la prendre en gouttes tous les jours qu'en ampoule. Alors, les ampoules sont efficaces, les gouttes sont efficaces, mais il y a des personnes qui, avec les ampoules, ne montent pas leur niveau de vitamine D, qui ont des problèmes d'absorption. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est les gouttes qui sont le plus efficaces chez le plus de monde, en fait. Donc la vitamine D, donc soit des ampoules, soit ce qui semble marcher un peu plus, des gouttes tous les jours. Et troisième supplément, le zinc. Donc les deux premiers, on peut quasiment les conseiller à tout le monde. Oui, parce que les chiffres dans la population sont tels qu'en fait, maintenant, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui rappelle aux médecins, c'était en février 2024, qu'il n'est pas recommandé de doser la vitamine D parce qu'en fait, il y a tellement de personnes en Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps, pour qu'on nous prescrive des ampoules, il faut d'abord faire une prise de sang qui n'était pas remboursée avant que le médecin nous prescrive. Donc ça, c'est fini aujourd'hui. Les directives sont très claires, on peut supplémenter sans dosage. Parce qu'en fait, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont en insuffisance qu'on ne va pas faire des dosages à tout le monde, ça coûte trop cher et ça n'apporte pas beaucoup d'informations parce qu'en fait, ça va juste confirmer l'insuffisance qui est déjà extrêmement fréquente. Et puis deux, en fait, aux doses recommandées de supplémentation, il n'y a pas de risque toxique de surdosage. Donc en fait, c'est à l'appréciation évidemment du médecin, mais j'en parlais avec des pédiatres récemment. En fait, tout au long de la vie, finalement, on bénéficie d'une supplémentation en vitamine D parce que justement, on n'a pas la capacité par l'alimentation d'avoir les apports nécessaires. Il faudrait tous les jours être exposé pendant au moins 20 minutes sur une partie significative du corps, c'est-à-dire par exemple sur le torse, aux rayons du soleil au milieu de la journée. Et donc en fait, la majorité d'entre nous, ce n'est pas le cas. Et donc les apports alimentaires sont largement insuffisants. Alors le zinc, pourquoi le zinc ? Le zinc, c'est absolument fascinant parce que comme pour les oméga 3 et la vitamine D, il a plein de fonctions. Et on pense que son efficacité, elle procède de toutes ces fonctions réunies. Par exemple, il stimule le système immunitaire. Les cellules du système immunitaire ont besoin de zinc pour être efficaces. En fait, il y a une grosse consommation de zinc par les défenses immunitaires. Et maintenant, on sait parfaitement que l'inflammation, le système immunitaire et la santé mentale sont très intriqués. Quand je suis affaibli sur le plan immunitaire, je vais être plus vulnérable à l'anxiété et à la dépression, et réciproquement. Dans le cas du Covid, on l'a vu aussi. Et effectivement, ça c'est un message qui n'a pas beaucoup percé. Effectivement, c'est le fait que nos systèmes immunitaires sont très affaiblis par notre mode de vie moderne. Et donc, il y a des moyens en fait, de le renforcer. Et maintenant, il y a des moyens de le mesurer. En fait, C'est-à-dire, par exemple, on peut mesurer la propension à déclencher des infections respiratoires hautes, des rhumes, par exemple, des choses comme ça. Donc, les nutriments qui sont efficaces sur la santé mentale sont aussi ceux qui sont efficaces sur le système immunitaire, ce qui est logique parce que tout est intriqué. Le zinc aussi, en plus de ça, donc il va activer une cinquantaine de cascades enzymatiques différentes. Donc, toutes ces enzymes ont des fonctions qui peuvent être utiles pour le cerveau, pour l'immunité et pour le fonctionnement du corps. Et en plus de ça, il va stimuler le pancréas. En fait, il va réguler les mécanismes du sucre, donc du glucose. Et donc, on a vu que le sucre avait un lien très étroit avec le cerveau. Donc, le zinc a un impact sur la régulation ? Tout à fait, parce qu'en fait, il va se stocker au niveau du pancréas. Alors attention, tout est dans la mesure, parce qu'à forte dose, il est toxique. Donc, il faut des apports de zinc, mais pas trop. Quelles sont les doses ? Alors, pour les hommes, on est autour de 5 mg par jour et en supplément à l'alimentation. Et pour les femmes, autour de 10 mg par jour. Ce seraient les recommandations pour couvrir la majorité des besoins de la population. Les femmes ont besoin de plus d'apports de zinc que les hommes pour des histoires d'absorption en fait, et d'apport alimentaire, parce que les femmes ne se nourrissent pas de la même façon que les hommes. Et en plus de ça, il y a des facteurs comme la consommation de légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, qui peuvent contenir des phytates qui diminuent l'absorption du zinc. Donc en fait, il faut regarder plusieurs paramètres qui peuvent modifier cette absorption. Et en santé mentale, il est démontré que supplémenter en zinc améliore la dépression. Et là, il n'y a pas non plus besoin de faire de tests avant.
on peut prendre 5 mg quand on est un homme ou 10 mg quand on est une femme de zinc. Si on est dans ces doses-là, il n'y a pas de risque de surdosage. Et quand on est très malade, ça vaut la peine de faire... on peut vérifier mon taux de zinc pour voir s'il ne faut pas que j'en prenne plus. Tout à fait. En fait, tout est dosable. La question, c'est le remboursement. C'est ça qui fait la Mais différence. donc ça vaut la peine quand tu as par exemple des patients qui sont en grande dépression, tu fais des dosages du zinc pour voir combien leur donner de suppléments. Alors, moi, je travaille dans un centre expert dont je suis responsable où il y a ce dosage du zinc qui est systématique, mais par contre, ça ne se fait pas dans les cabinets de psychiatrie ou même dans les centres médico-psychologiques. C'est en laboratoire de ville, c'est plutôt dans le domaine de la médecine générale et la plupart des médecins ne voient pas l'intérêt de le doser en général. Par contre, quand on se pose la question de problèmes de santé mentale persistants qui ne répondent pas aux interventions ou quand il y a des problèmes immunitaires associés, ça peut être vraiment très intéressant d'aller regarder effectivement si la personne a des apports en zinc suffisants. Quatrième, la vitamine B9. Et pas n'importe laquelle, le méthylfolate, la B9 active. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de compléments qui contiennent de la vitamine B9 qui en fait est l'acide folique, le folate. Et cette forme-là, il y a 30% des personnes qui ne la convertissent pas correctement pour leur cerveau. Et donc, elle va se stocker dans le sang, mais pas passer dans le cerveau. Et c'est bien le méthylfolate qui a montré une efficacité en santé mentale et pas l'acide folique. Donc, c'est important pour les personnes qui se supplémentent de bien faire attention à ces deux formes-là. Parce que le méthylfolate, il est assez rare dans les compléments alimentaires. Donc, comment je vais le trouver ? Il faut regarder la liste des ingrédients et effectivement, c'est pour ça que je ne trouve pas en fait, actuellement la formule qui apporte tous les jours au cerveau les nutriments dont il a besoin. S'il y a un laboratoire qui nous écoute, nous avons besoin que quelqu'un s'occupe de ce problème. Ça serait bien. Moi, j'ai décidé de passer à l'action et justement d'adresser ce problème, donc je travaille à cette question actuellement. Et puis le dernier, c'est les probiotiques. Alors ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui commence à être très connu. J'ai reçu sur ma chaîne le professeur Perlemutter. L'impact des probiotiques pour renforcer le microbiote sont vraiment essentiels. Et il y a des recherches qui permettent de savoir quel type de probiotiques sont le plus efficaces pour l'anxiété et la dépression. La première méta-analyse qui montrait l'efficacité des probiotiques sur l'anxiété et la dépression a été publiée en 2019, donc c'est quand même assez récent. Et depuis, il y a eu plusieurs autres méta-analyses, elles disent toutes la même chose. Les probiotiques sont efficaces pour améliorer l'anxiété, la dépression et le stress. Et l'efficacité dépend à la fois de la quantité, donc il faut plus de 10 milliards d'unités par comprimé. C'est des comprimés qu'on prend le matin à jeun avec un verre d'eau, parce qu'il faut que ça passe le plus vite possible dans l'intestin, donc pas avec des aliments. Et avec des supplémentations qui durent plus de 8 semaines. Donc il faut au moins 2 mois de supplémentation pour avoir la meilleure efficacité. C'est les deux paramètres de fréquence qui ont montré une variation de l'effet. Et après, il y a des souches qui ont été identifiées, donc des types de bactéries, effectivement, qui certaines ont montré une efficacité et d'autres non. Et donc voilà, on commence à de mieux en mieux cerner en fait quels sont les probiotiques qui sont efficaces en santé mentale. Donc, en plus, par ton travail clinique, tu as régulièrement été confronté à des patients qui avaient essayé 2, 3, comme tu disais, 5 antidépresseurs, qui ne voyaient aucune solution. Et en suivant ce changement de régime et ces suppléments alimentaires, il y a une amélioration qui a lieu. Ah oui. De toute façon, c'est à la fois confirmé par les études scientifiques, mais aussi par l'expérience clinique. J'ai des témoignages sur le compte Instagram que j'anime, en fait, où j'essaie de faire de la littératie. La littératie, c'est la diffusion de la connaissance scientifique et de santé dans la population, et ça a été montré comme un des meilleurs facteurs pronostiques pour les personnes. Plus elles comprennent en fait les phénomènes en jeu dans leur pathologie, que ce soit la santé mentale, mais aussi le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, toutes les pathologies chroniques. Les facteurs de risque sont tous les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de distinguo. Effectivement, Descartes s'est trompé, c'est Spinoza qui avait raison. Le corps et l'esprit sont une unité, en fait. Il n'y a pas l'esprit d'un côté. J'en profite, fais une petite parenthèse. Damasio a écrit ce livre, L'erreur de Descartes. Damasio n'a rien compris à Descartes. Descartes n'a absolument pas opposé le corps et l'esprit comme tout le monde le raconte, puisque la clé de ce que dit Descartes,
c'est qu'il y a l'union mystérieuse de l'âme et du corps, et que c'est de ça dont il parle. Et donc, voilà, je fais juste une petite parenthèse en tant que philosophe, de rappeler ici quelques vérités et sortir de ce qu'on raconte partout. Et quand la princesse Élisabeth dit à Descartes qu'elle souffre de dépression, il ne lui dit pas, comme l'âme et le corps sont séparés, il lui dit, l'âme et le corps étant unis, vous devriez vous promener, et ça aura un effet sur votre morale. Et je crois que mieux que de prendre n'importe quoi que vous donnez de faire des cures, je crois que la première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller marcher et vous promener. Et ne faites pas trop de philosophie. Donc je rappelle ça parce qu'il est bien d'éviter qu'on répète inlassablement des choses qui sont fausses aussi en philosophie. Mais donc, Spinoza avait raison. Descartes avait raison. Et Spinoza, Tout le monde avait raison. Spinoza est au fond qu'un cartésien qui comprend Descartes, mais cette idée que Descartes serait le dualisme que Spinoza surmonterait, c'est quand on n'a pas vraiment lu Descartes ou qu'on en est resté à une lecture très scolaire. Et je crois que Damasio n'a jamais lu Descartes, que des résumés de Descartes, et c'est dommage parce que c'est passionnant. Genre, quand on est français, Descartes, c'est tellement merveilleux, ça vaut vraiment la peine. Et de lire la correspondance avec la princesse Élisabeth, tout le monde peut lire ça, c'est bouleversant de voir comment Descartes répond à cette princesse qui souffre de dépression et qui lui pose plein de questions, il lui donne plein de conseils, mais qu'un psychiatre aujourd'hui serait impressionné. Enfin voilà. Mais donc, ce qui est important, c'est surtout c'est quand même très impressionnant aujourd'hui de prendre conscience que non seulement ça peut aider quand monsieur et madame tout le monde qui a un peu d'angoisse et de dépression de comprendre ces mécanismes, ça peut aider quand on a un antidépresseur mais que ça ne suffit pas, mais quand même pour des cas aussi graves qu'on ne réussit pas à traiter, que ça a un effet. Parce que là, ce que tu dis et ce que la science prouve, c'est que parce qu'on a tendance à penser, bon d'accord, on prend un supplément alimentaire, c'est un peu inférieur à un vrai médicament. Mais là, ce que tu montres, c'est que ça peut avoir un effet supérieur à n'importe quel médicament qui existe aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, sur la dépression. C'est très surprenant. En fait, il y a une logique biologique à ça. Il faut bien regarder comment fonctionnent les médicaments en santé mentale. Si on prend l'exemple des antidépresseurs, la grande majorité des antidépresseurs agissent comme des inhibiteurs de recapture de neurotransmetteurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux neurones pour communiquer ont une fente entre eux. Et celui qui est en amont libère une molécule d'information qui va activer celui qui est en aval. Dans la dépression, une des hypothèses, c'est qu'il y a une baisse de ce neurotransmetteur, en fait, qu'il n'y en a pas assez. Donc par exemple la sérotonine, car quasiment tous les antidépresseurs agissent sur la sérotonine. Et donc on va faire monter artificiellement ce niveau en laissant le neurotransmetteur dans la fente pour qu'il ne soit pas recapturé par le neurone qui l'a émis. Comme ça, il y a plus de neurotransmetteurs et l'effet, c'est que ça fait remonter les taux de sérotonine de façon artificielle et donc la personne se sent mieux. Donc ça fonctionne, ça a prouvé son efficacité, ça traite des dépressions, il n'y a pas de problème là-dessus. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va rechuter après l'arrêt de l'antidépresseur et une autre non? Et puis qu'est-ce qui fait que la moitié des gens ne répondent pas à l'antidépresseur? Et l'explication la plus directe, quand on regarde tout ce qu'on vient de dire sur la physiologie, c'est que simplement, il n'y a pas assez de sérotonine dans le neurone en amont. Et pourquoi il n'y en a pas assez? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. L'inflammation, par exemple, qui va court-circuiter le tryptophane, qui est donc le précurseur de la sérotonine, qui va être utilisé pour des cascades inflammatoires. Le manque d'oméga 3 dans les membranes des neurones qui vont faire qu'elles vont être moins fluides, donc moins libérées de sérotonine. Ça, c'est démontré. Le zinc, la vitamine D, le méthylfolate, qui vont eux aussi avoir des effets sur des cascades inflammatoires, sur des activations de gènes, enfin, tous les mécanismes qu'on a évoqués. Et on n'a pas parlé non plus de la neuroprotection, parce qu'il y a aussi une fonction de ces nutriments, c'est de protéger nos neurones de la dégénérescence, parce qu'après, il y a le déclin cognitif dans la deuxième partie de la vie, et qui se traduit par des problèmes de mémoire, en fait, c'est ce qu'on voit en premier lieu. Mais quand les problèmes de mémoire apparaissent, c'est souvent qu'il y a déjà une quinzaine d'années d'évolution, de perte de la réserve cognitive, donc les neurones, en fait, qui ont commencé à se dégrader. Et ça, c'est des choses qu'on comprend de mieux en mieux dans la prévention de la démence chez le sujet âgé. Merci infiniment. C'est vraiment passionnant, soulageant.
Ça donne beaucoup d'espérance pour tous ceux qui souffrent de... C'est cohérent, en plus, on comprend. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder mon site internet, de vous abonner à ma newsletter. Vous serez au courant des prochains dialogues que je vais faire, de mon actualité, des cours que je présente. N'hésitez pas aussi à regarder mon autre chaîne YouTube J'ai demandé à Fabrice, dans lequel je réponds régulièrement à toutes vos questions. N'hésitez pas à partager cet épisode, je crois qu'il va faire du bien à énormément de gens. Et d'ici là, je vous embrasse tous.